Bonjour à tous, vous m'entendez là? Oui, c'est bien. Merci d'être là. Donc on va vous présenter ce projet qui s'appelle La Maison dans la Pente. Donc c'est une maison qu'on a réalisée il y a 2 ans, en 2017. Et donc les clients y habitent là depuis 2 ans. Et voilà, donc ce dessin que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle un petit logo qui essaye de résumer en fait l'idée de ce projet. On essaye de faire ça pour chaque projet. Voilà. Alors peut-être que à la fin de la présentation, vous comprendrez le logo. En tout cas, ce serait le but de cette présentation. Ce que je vais vous commenter là maintenant, pour vous raconter l'histoire de la maison, c'est le cahier qu'on fabrique quand on fait une esquisse d'un projet. Donc pour chaque projet, on fait un cahier esquisse qui met en récit les intentions qu'on a et la façon dont on formalise et dont on finit par mettre en espace le projet qu'on a imaginé. Et c'est un cahier qu'on présente au client et au maître d'ouvrage donc, et que l'on feuillette avec lui pour lui expliquer la maison. Et ce que vous voyez là devant, ce sont des maquettes de la maison et ce sont aussi des maquettes d'esquisse que nous présentons lors de la remise de l'esquisse et après avoir expliqué le processus de conception grâce à ce cahier. Donc là, on est au sud de Bordeaux, du côté de la Brède. On est dans un petit village et vous voyez que c'est un tissu, en tout cas dans la partie où on se trouve là, c'est un tissu pavillonnaire avec une grande forêt en bordure. Et est-ce qu'on voit bien le terrain? Vous voyez, le terrain, c'est l'emprise orange. Tu peux peut-être le montrer avec la souris. Voilà. Donc en fait, le terrain, il se situe en bordure d'une zone pavillonnaire et un peu face à la forêt. Donc quand on zoome, on se rapproche. Vous voyez donc ces parcelles qui sont découpées de façon très rectiligne avec les maisons au milieu. Donc c'est un peu comme la carte des États-Unis avec le découpage des États. Et puis vous voyez la coupe en dessous avec le terrain dont on parle, qui est situé avec une pente et qui aboutit en bas à une petite rivière et avec un grand bois. Et ce bois, c'est un bois sur un site Natura 2000, donc il faut absolument le laisser en l'état, il est magnifique. Alors là, on zoome encore, donc la parcelle. Donc vous voyez à droite, en haut, la photo où on regarde vers le lotissement. Donc là, on est pratiquement dos au bois et on regarde le lotissement. Et on voit un reste de chemin en fait qui mène nulle part. Là, on regarde le lotissement. Et ce lotissement, il nous a un peu effrayés au départ, même à l'arrivée d'ailleurs, parce qu'en fait, on ne savait pas sur quoi s'appuyer par rapport à... On ne lui trouvait aucune qualité, juste il était là, et il était très différent en termes de terrain par rapport au terrain que nous, du terrain dont on devait s'occuper. Par contre, le lotissement... Les maisons du lotissement, elles avaient vu sur notre terrain et elles avaient vu sur la forêt en contrebas. Et une des premières choses qu'on s'est dites, c'est qu'on allait leur cacher la vue avec notre maison. Alors, ça c'est un résumé, en fait c'est le programme. C'est-à-dire que quand on rencontre des maîtres d'ouvrage, là en l'occurrence c'est un couple avec 2 chiens. Et... quand on rencontre des maîtres d'ouvrage, on va passer du temps avec eux pour essayer de les écouter, de les faire parler. Et
ils nous ont dit qu'ils voulaient une maison, mais une maison, ça veut rien dire. Ça dépend des gens, ça dépend. On a tous des maisons et pourtant on est tous différents. Et justement, nous, ce qu'on essaye de faire, comme on fait beaucoup de maisons, c'est de s'appuyer à chaque fois sur peut-être une caractéristique des personnes qu'on a en face pour articuler le concept du projet par rapport à ça. Et donc, vous voyez, on a thématisé en fait. On ne va pas dire qu'il y a une chambre qui fait 12 mètres carrés parce que ça veut rien dire quelque part. Par contre, on a dit peut-être que le lieu où ils veulent dormir, il faut que ça ressemble plutôt à un cocon, ou au contraire que ça soit complètement ouvert sur l'extérieur en lien avec le grand paysage, ou au contraire que ça soit... Enfin voilà. Donc c'est des caractéristiques en fait. Là par exemple, il nous avait dit qu'ils souhaitaient être le plus près possible du terrain. Il nous avait dit qu'ils adoraient un architecte qui s'appelle Luciano Crook, qui est quelqu'un qui travaille beaucoup les matériaux bruts en béton, avec parfois quelques petites touches de bois qui viennent réchauffer l'intérieur des projets. Voilà, il nous avait dit qu'il voulait pouvoir bricoler. Lui, un des deux là, faisait des crêpes sur les marchés, donc il avait besoin d'un labo pour faire ses crêpes. Bon, on essaye comme ça de trouver un petit peu les caractéristiques des gens qu'on a en face. Là, c'est une recherche qu'on a faite. Alors, vous voyez en haut, sur la gauche, il y a 2 exemples de Luciano Crook. Et à partir de là, ça nous a fait penser à différentes choses, différents projets. Alvaro Cizavera, il y a Buchner et Bundler, enfin différents projets qui pouvaient nous inspirer dans les recherches d'ambiance et de matérialité. Là, on retourne sur le site et on s'attache. Évidemment, tout ça, c'est présenté de façon successive, page après page, mais en fait, c'est comme un peu des colonnes qui se remplissent en même temps dans la vie du projet. Donc là, c'est le contexte où on voit que finalement, en orange hachuré, c'est la seule zone constructible. Tout le reste, on n'a pas le droit d'y être. Et donc, vous voyez, ça se situe, on le voit sur la coupe, ça se situe dans la partie haute du terrain. Après, une chose qui est importante aussi, c'est de regarder le soleil. Donc, en fait, cette partie haute du terrain, si on regarde vers le bois, on est plein sud. C'est une façade sud avec le soleil qui se lève. Donc, quand on est dans la pente, qu'on regarde le bois, le soleil se lève à gauche. En milieu de journée, on est plein sud, face au soleil, et il se couche à droite. On se dit qu'on a la chance d'avoir une vue magnifique sur le bois qui se trouve en face, et on a un vilain lotissement dans le dos. On a plutôt une envie naturelle de se tourner vers ce qu'on appelle le grand paysage. Donc on va plutôt tourner le dos au lotissement, se fermer du côté du lotissement, et on va s'ouvrir vers le grand paysage. Donc c'est ce qu'on exprime ici, toujours en plan et en bas en coupe. Ensuite, vous vous rappelez qu'ils nous ont dit qu'ils avaient envie d'avoir une proximité avec le terrain. Donc par rapport à cette question, et par rapport au fait qu'on est dans une pente, on a plusieurs possibilités, mais la possibilité qui est la plus proche du terrain, c'est celle de s'incruster. Parce qu'on pourrait aussi dire, on se met à ras du terrain, puis on est sur pilotis, puis en dessous, on est plus haut. Là, en l'occurrence, on a choisi de s'incruster dans le terrain, de manière à avoir toujours un rapport direct entre l'intérieur et le sol naturel du terrain. On ne voulait pas leur proposer par exemple un rapport avec l'extérieur sur une terrasse où on surplombe. Ensuite, on a décomposé le programme pour essayer de le répartir. Et on s'est dit qu'il y aurait sans doute 2 entités. Une entité pour l'intimité du couple, c'est-à-dire l'endroit où il va vivre un petit peu principalement et toute la journée. Ensuite, une autre entité qui serait plutôt partagée en travail par rapport
au fait de fabriquer des crêpes, enfin, de préparer les marchés en fait, et puis de recevoir de temps en temps des amis. Et donc ça donnait finalement deux surfaces qui pouvaient être relativement équivalentes et qu'on a choisi de superposer, un peu comme si l'une regardait par-dessus l'épaule de l'autre, tout en s'incrustant toujours dans le terrain. Ce qui nous intéressait aussi, que l'on voit sur la petite coupe en bas à droite, c'est que du coup, ce qu'on allait décaisser pour incruster les deux parallélépipèdes, on allait pouvoir après le répartir à l'arrière du terrain et remonter un tout petit peu le terrain à l'arrière. Parce qu'il y avait aussi des problématiques d'eau pluviale, de récupération des eaux, etc. Après, une chose importante, c'est comment on arrive dans un projet, comment on rentre dans un bâtiment. Et nous, on avait envie de mettre en scène la vue, puisque vous vous rappelez qu'il y a ce grand paysage qui est super joli et qui arrive, donc, qu'on a essayé de mettre en scène à la fin d'un parcours. Donc en fait, l'idée, c'était d'enterrer un petit peu la maison, de manière à ne pas gêner la vue des maisons voisines vers le bois. C'est-à-dire qu'on a essayé de mettre notre nouvelle maison le plus bas possible pour ne pas gêner les voisins. Également parce que ça permettait de s'ancrer dans le terrain, donc ça correspondait à la demande des maîtres d'ouvrage. Et puis aussi, ça nous amusait d'essayer de travailler ça parce qu'on ne l'avait jamais fait. Donc on met ça en scène et on se dit qu'on va finalement creuser et créer une faille pour rentrer dans la maison. Donc c'est ce que l'on voit, tu peux peut-être montrer avec la souris, c'est ce que l'on voit, c'est qu'on arrive au bout du chemin et on crée une faille avec des escaliers qui descendent. Et puis on arrive sur un mur, donc ça veut dire qu'on impose le fait de devoir tourner pour descendre, pénétrer dans la maison, puis descendre. Et on continue, une fois qu'on sort de la maison, à proposer une mise en scène et à descendre de plus en plus, au plus loin, vers le grand paysage. Vous verrez après ce que ça donne sur les photos et sur la maquette. Là, ce qu'on a exprimé, c'est la liaison entre l'intérieur et l'extérieur. C'est quelque chose qu'on travaille toujours de manière à mettre en tension l'intérieur et l'extérieur. Et donc là, vous vous rappelez, je vous ai dit qu'on était plein sud, et donc évidemment, il ne faut pas être naïf par rapport au sud, il fait très chaud, et en plus, si on ouvre vers le grand paysage, ça veut dire qu'on va vitrer. Donc, on a proposé de faire avancer des casquettes, c'est-à-dire que le toit, il dépasse au-delà des grandes baies vitrées, et il permet, l'hiver, le soleil peut rentrer à l'intérieur, et l'été, le soleil est arrêté par ces casquettes. Également, ce que ça nous... Comment dire, ce qui nous intéresse en termes de processus ou de procédé architectural, c'est que ça fait une espèce de zone, ça fait un seuil un peu flou entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'intérieur de la maison et le grand paysage. Ensuite, on fait un plan de principe, c'est-à-dire, quand je dis ensuite, c'est relatif, hein, vous avez compris qu'on fait un peu tout en même temps, mais que pour ce cahier, on ordonne. Donc, on répartit les différentes fonctions. Donc, comme je vous disais, en fait, en haut, la partie où on accède. Ensuite, on a le laboratoire de préparation de cuisine qui se trouve sur le côté vert. On a les amis qui sont du côté bleu. Et ensuite, on continue à descendre et on arrive sur un autre plateau de plein pied qui qui regroupe toutes les pièces de vie, y compris la chambre, la salle de bain et les endroits pour recevoir. Et ensuite, on peut descendre encore jusque dans le jardin. Ça, c'est un plan à la main qu'on dessine pour proposer sans trop figer. C'est-à-dire que ça donne une notion d'échelle. On voit très précisément la taille du lit, la taille de la cuisine, etc. Donc, c'est aussi pour montrer aux maîtres d'ouvrage, leur donner une possibilité d'appropriation
qui puisse se projeter dans cette maison. C'est difficile pour quelqu'un qui n'est pas architecte d'aller comprendre l'espace qu'on lui propose. Donc c'est une façon. En même temps, on le fait à la main parce que c'est un côté assez ludique, c'est pas tellement figé, on n'est pas au centimètre près comme on peut l'être sur l'ordinateur. Donc ça donne une impression et ça donne aussi une souplesse. On leur fait comprendre que c'est notre proposition par rapport à la façon de vivre, mais qu'on l'élabore aussi avec eux. Donc là, c'est une modélisation qu'on a fait sur SketchUp pour montrer de façon assez simple ce qu'on propose. Donc vous voyez, en fait, c'est une maison. On va parler peut-être de sa matérialité tout à l'heure, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a juste une enveloppe. Donc, ce sont deux parallélépipèdes qui sont dans un matériau. Il y a une façade qui est entièrement vitrée et à l'intérieur, il n'y a que du mobilier en fait. Ce sont des parois épaisses qui viennent séparer les différents espaces et dans lesquels on peut ranger. Donc il n'y a pas de plâtrerie par exemple, il y a moins d'intervention de différents métiers ou de différents corps d'État. Voilà, là c'est la deuxième vue de l'autre côté, donc on voit son incrustation dans la pente et la partie arrière, enfin le deuxième parallélépipède qui regarde par-dessus l'épaule du premier. Ça c'est une maquette qu'on a faite et qu'on peut retrouver ici, que vous voyez là devant vous. En fait, quand on fait un projet, on le travaille toujours en maquette et d'abord parce que pour nous, c'est aussi un outil de recherche. C'est une façon d'essayer de simplifier ce qu'on cherche à exprimer. Ensuite, c'est un super outil pour montrer à des maîtres d'ouvrage, parce que c'est pas toujours facile de se projeter dans l'espace et de se projeter en volumétrie, et que c'est moins, c'est moins triché que les images 3D. Quand je dis tricher, c'est pas forcément négatif, c'est juste qu'une image 3D, ça propose un point de vue et un seul, alors que la maquette, ils peuvent choisir le point de vue, ils peuvent le mettre comme ça, ils peuvent regarder. On peut se mettre à différents niveaux de perception. Donc c'est un outil de transmission pédagogique, on va dire, qui marche vachement bien. Voilà l'autre maquette. Ce qui nous importe quand on fait quand on fait une maquette, on veut qu'elle exprime de la façon la plus essentielle le projet qu'on va proposer. Et quand on fait un projet, quand on le construit, on veut qu'à la fin, il ressemble le plus possible à la maquette qu'on a faite. Et donc ça, c'est une photo qu'on a prise presque à la fin du chantier, où on voit, il nous semble, cette correspondance entre la maquette qu'on a faite et puis la maison telle qu'elle est réalisée. Donc maintenant, je vais passer la parole à Philippe. Donc on est parti sur la matérialité et cette volonté d'avoir une maison tout en béton. Enfin, c'était la demande des maîtres d'ouvrage. Et donc, par ces petits dessins là, on voulait vous montrer comment, à partir de cette idée, de cette intention de matérialité, comment on fait pour le construire en fait, Et donc, on fait des petites recherches comme ça sur un cahier, et puis on essaye de réfléchir à ces parois en béton. Où est-ce qu'on met l'isolation? Comment on traite les ponts thermiques? Comment on arrive en fait à rester dans ces intentions de projet? Et donc, on commence à dimensionner et on essaye de voir est-ce que ça peut marcher. On cherche aussi dans des réalisations peut-être similaires. Et donc il y a ces premiers dessins. Et là c'est le dessin en fait de détail réalisé à l'échelle avec les vraies dimensions. Pour chaque projet, on essaye de faire ce travail. C'est assez important. Ça nous permet nous de maintenir par le dessin nos intentions architecturales et puis d'avoir un échange avec ceux qui vont le construire, avec les artisans, et donc où
ou les ingénieurs aussi. On les fait tous à la main. D'abord parce que ça prend plus de temps. Donc, en le dessinant aussi, on peut continuer à l'élaborer. En tout cas, avoir le temps de continuer à l'élaborer. Et puis, le fait de dessiner à la main, ça permet de pas, un peu comme pour le dessin du plan, de pas figer non plus les choses, parce que il faut qu'il y ait un échange avec les artisans, parce que nous, on sait pas tout. On doit aussi échanger, enfin apprendre, et donc il peut se modifier. Donc là, c'est le détail de la double paroi, et puis là, c'est le détail de la façade plein sud, façade vitrée, avec les casquettes en béton. Et puis le dessin en coupe de la maison, avec les deux volumes superposés. Donc là, on voulait aussi vous raconter un petit peu l'histoire de la réalisation de ce projet, parce qu'il y a les phases de conception, et puis il y a la phase chantier, qui est quand même une part importante de notre métier. Et donc on arrive sur le terrain avec le maçon, et puis il faut implanter cette maison, donc c'est toujours un peu déroutant, parce que malgré les outils de géomètre, il faut quand même réussir à... C'est pas si évident que ça, parce qu'on est en 3 dimensions, il faut réussir à positionner au mieux et passer de la 2D à la 3D. Et voilà, je voulais qu'on mette aussi cette photo, parce que pour montrer que l'implication, elle est importante, quoi, en fait, hein, on fait quelque chose sur le territoire, et malgré ces idées d'intervention subtile, encastrée dans le sol, discrète, et malgré tout, il y a quand même du terrassement, et donc c'est toujours assez impressionnant. Et c'est pas pour rien. Et donc là, on commence par couler le dallage. Il y a eu les fondations, et donc c'est assez compliqué, ces chantiers comme ça, parce qu'il faut trouver les façons de tourner autour, et c'est pas toujours évident. Donc là, on voit le système du coulage avec la pompe et un énorme bras qui permet de couler le dallage à distance. Et donc, dans cette idée de maison en construction en parois béton banchées, donc on a travaillé avec ce maçon qui a fabriqué, donc après plusieurs allers-retours de recherche, il a fabriqué deux banches. Donc ce sont ces 2 banches là qu'on voit, une pour chaque côté en fait. Il a fabriqué 2 banches de donc 3 mètres de haut et 5 mètres de long. Et on a utilisé cette banche tout au long du chantier. C'est-à-dire qu'on a construit les murs un par un. Donc on voit la banche. Voilà. Alors, je vous expliquerai après comment ça fonctionne. Mais donc le fait d'avoir construit ces murs un par un, ça fait aussi des choses parfois assez curieuses. Où on retrouve juste un mur monolithe tout seul, comme ça. Moi, ça m'a fait penser à 2001, l'Odyssée de l'espace. Et donc, voilà le principe de la construction d'un mur. Donc, chaque mur, c'est un peu comme une œuvre d'art, en fait. Donc, il y a ce coffrage, et à l'intérieur, on va intégrer l'isolant. Donc il y a ce panneau isolant, et de part et d'autre, il va y avoir les aciers. Et ce qu'on voit ici, là, ce sont les connecteurs, enfin les écarteurs qui vont maintenir les banches, parce que quand on va envoyer le béton à l'intérieur, il y a une énorme pression qui fait que ces connecteurs, ces écarteurs vont maintenir l'ensemble pour que le mur soit bien coulé, quoi.
Voilà. Donc il y a tout un travail de préparation pour chaque mur et après une période de séchage et de décoffrage. Je voulais mettre cette photo aussi parce qu'en fait, donc là on est en cours de chantier et donc ce que vous voyez sur la droite là, c'est en fait une bétonnière. C'est-à-dire que plutôt de faire venir à chaque fois un camion toupie avec le béton tout prêt, ben, on a décidé de fabriquer le béton sur place, ce qui permettait d'avoir une meilleure maîtrise en fait du béton, et puis ce qui permettait aussi de faire les murs un par un, petit à petit. Voilà. Et donc c'était assez marrant là de le voir, j'avais pas de photo, mais donc en fait il met la bétonnière au bout de son Manitou là, et puis il baisse le bras et ils font le béton dans cette bétonnière portative là, et puis ensuite il la soulève et avec un grand manchon il coule à l'intérieur du mur. Et donc voilà le mur de tout à l'heure décoffré. Donc c'était aussi pour des raisons d'économie, parce que c'était pas évident aussi par rapport au budget. Les murs ont été coulés en une seule fois. C'est-à-dire que là, on a le mur intérieur, donc de l'autre côté, le mur extérieur. Et puis là, vous voyez les aciers en attente qui vont supporter le futur plancher. Et puis ici, on a l'acrotère avec le nez d'acrotère, ici. Donc c'était assez périlleux de vouloir tout couler en une seule fois. Mais bon, voilà, ça a marché. On a expérimenté ça. Et donc, faire les murs aussi en béton, il y avait la volonté d'avoir aussi les planchers en béton. Donc on est obligé de carrément construire un support de ce futur plancher, donc toute une ossature en poutre et poteaux, sur lequel on met les panneaux, et ensuite on coule le plancher. Et donc là, on est en phase de décoffrage du plancher, donc où il enlève les panneaux au fur et à mesure, et on remet quand même les potelets pour le maintenir pendant les périodes de séchage, parce qu'il faut que ça reste un peu frais pendant 3 semaines, 21 jours. Donc on le laisse comme ça en place. Et voilà, donc le béton, enfin le maçon a pratiquement terminé. Donc on découvre un peu cette maison, cette carcasse en béton. On le voit depuis l'extérieur. Et puis ensuite, bon, il y a l'étanchéité qui vient sur les toitures. Et puis la menuiserie. Donc là, c'est des grands... voilà, cette façade sud, avec des grands ensembles coulissants, et puis aussi des ensembles fixes, pour des raisons d'économie. Et je voulais mettre cette photo parce que c'est des vitrages de grande dimension, donc on est à presque, je crois, 300 ou 350 kilos le vitrage, donc c'était pas assez évident, ça peut pas se faire à main d'homme comme ça, donc c'est le patron lui-même là, Monsieur Nieto, qui transportait son vitrage pour être plus sûr de son coût. Donc voilà la mise en place avec grande ventouse. Et puis à l'intérieur, on a essayé pour limiter aussi les matériaux, on a réalisé cet îlot en béton. Donc il est coffré en place et puis coulé et lissé par le maçon. Et finalement, ça revient moins cher qu'un îlot d'agencement menuisé. Et puis il y a ces trous de banche. Les trous de banche qui sont laissés par les connecteurs.
Et donc on a fait un gros travail sur ces trous de banche parce qu'en fait il y a certains architectes, par exemple je pense à Tadano, qui les laissent apparents ou en creux, il y a plusieurs possibilités. Nous on voulait les rendre les plus absents possibles. Donc on a fait tout un travail avec le maçon d'enduit, de ponçage, de réenduit, pour essayer de les faire disparaître. Et on est plutôt assez content, vous pourrez voir sur les photos finales. Et puis on vient faire le sol. Donc c'est un plancher chauffant, là on voit les tubes du plancher chauffant. J'ai pris cette photo. C'est une phase qui est assez stressante parce qu'en fait la maison est fermée, les menuiseries sont en place, et puis là il y a toute une équipe de, je sais pas, ils étaient 6 ou 8 personnes qui arrivent avec des gros tuyaux et ils balancent le béton comme ça. Et donc c'est même un peu sensible parce qu'en fait là tous les tuyaux du plancher chauffant sont en eau, donc ils sont remplis, donc il faut pas qu'il y ait d'accident, il faut pas qu'il y en ait un. Ils marchent tous avec des grosses bottes là, ils pourraient écraser un tuyau. Bon, voilà. Mais finalement ça se fait. Et puis il finit en chaussettes avec le lissage de la dalle. Donc ça s'appelle un hélicoptère et ça permet d'obtenir un sol en béton lissé. Donc c'est assez beau. Là il paraît assez foncé, mais il est bien réussi et après il sèche pendant plusieurs jours. Voilà. Et enfin le menuisier qui arrive et qui vient aménager en fait cette maison, cette boîte vide. Donc là on est parti, on a choisi avec les clients le chêne en fait. Donc les panneaux sont des panneaux qui sont plaqués en chêne, c'est pas des panneaux pleins parce que ça serait trop cher. Donc ce sont des panneaux agglomérés ou contreplaqués qui sont plaqués d'une fine couche de chêne. Et je voulais mettre cette photo parce qu'en fait on est en fin de chantier et donc on voit cette maison qui est enterrée. On a recouvert le sol d'un paillis pour l'enrichir et finalement depuis les voisins elle ne dépasse que d'1,40 m. Et globalement quand on la regarde, elle est assez réussie au niveau béton. Et c'est vrai que ça a été compliqué pendant le chantier, comme c'est à chaque fois, chaque mur est fait un par un, comme une petite sculpture, et on coule et on décoffre. Et donc, si on regarde précisément, il y a des petites imperfections parce que c'est du béton et qu'on ne maîtrise pas tout suivant le temps qu'il fait, la température, le dosage, etc. Et donc c'était pas si évident que ça. Et puis finalement, globalement, on est assez content. Ouais. Alors maintenant, je vais vous montrer des photos finies. Chaque fois qu'on finit un projet, au bout de quelques temps, on revient prendre des photos. Et on demande toujours à quelqu'un que vous connaissez peut-être parce qu'il est enseignant dans cette école, c'est le photographe Jean-Christophe Garcia. Donc ça fait une quinzaine d'années qu'il photographie systématiquement tous nos projets. Et donc là, on est en bas du terrain, le dos à la forêt. Et on voit cette maison qui est donc uniquement vitrée côté sud, avec les pièces principales de vie en bas, et puis en haut, le laboratoire cuisine à droite et l'endroit pour les amis sur la gauche. Voilà, là on se rapproche et on voit aussi le cheminement qui continue et qui descend jusqu'à une terrasse qui est un petit peu plus basse, sur laquelle maintenant ils ont mis quelques fauteuils, un brasero, et ils ont également un petit peu plus bas fait encore un cheminement et mis une piscine. Donc en fait c'est vraiment un cheminement depuis le haut du terrain à travers la maison jusqu'au brasero, jusqu'à la piscine, jusqu'au petit bois.
l'orientation n'est pas encore tout à fait en place. Ça prend toujours du temps, une fois qu'on a fini une maison, pour qu'elle retrouve son équilibre par rapport au contexte. Voilà, c'est avec l'ombre des arbres aussi. Et donc là, on voit qu'on est manifestement en hiver, puisque le soleil pénètre dans la maison, alors que si on était en été, le soleil serait plus haut, et donc l'avancée comme ça en béton, la casquette ferait qu'une grande partie des vitrages est ombragée. Donc là, c'est l'arrivée. Donc on arrive au bout du chemin, on arrive à pied, et la seule chose qu'on voit, c'est l'endroit où il y a le chien qui permet de pénétrer dans la maison. Le cerbère devant l'entrée. Voilà, le cerbère devant l'entrée. Donc vous voyez le béton avec ses imperfections. En fait, nous, ça nous plaît, ça. Ce côté à la fois très manuel, assez brut et un peu sculptural, et le fait de ne pas tout maîtriser aussi. C'est intéressant, en fait, de voir ce qui sort. Donc là, à droite, l'entrée, à travers cette sorte de faille. Et vous voyez que comme sur la gauche, on est plein sud. Donc en fait, c'est pour ça que ce mur d'entrée, il est complètement, le mur extérieur, là, il est complètement baigné de lumière, puisque la maison n'étant pas haute, le soleil peut passer à travers, par-dessus la maison, jusqu'à cette faille, avec cette grande baie vitrée qui permet de rentrer dans la maison et qui en même temps met en relation, c'est-à-dire que ça incite à se tourner et à mettre en relation vers le grand paysage. Là, ce sont en fait un système de transparence successive qu'on a mis en place, c'est-à-dire qu'il y a cette faille par laquelle on rentre, ensuite la porte d'entrée vitrée, et ensuite depuis le haut, là on est dans l'entrée on va dire, et depuis le haut on voit l'extérieur, on voit le niveau bas et puis l'extérieur. Voilà, donc là, oui, la vue à l'opposé en contre-champ, c'est-à-dire qu'on est en bas et on voit en haut l'entrée de la maison. On a descendu l'escalier et on arrive dans le volume bas de la maison, dans la pièce principale qui comprend la cuisine. La cuisine étant traitée comme un élément essentiel dans le fait de recevoir des amis, c'est-à-dire qu'ils reçoivent les amis autour de l'îlot en béton de la cuisine. Voilà, on voit la mise en relation entre le haut et le bas à travers un certain nombre de transparences, et le béton qui est omniprésent aussi bien en plafond qu'en parois, qu'en îlot et qu'en sol. On a travaillé là avec l'ingénieur pour dimensionner ce porte-à-faux. Et donc là, on ne le sent pas forcément, mais il y a quelque chose d'assez... Le porte-à-faux de l'îlot, donc il fait presque 2 mètres ou 2,20 mètres. Et donc il y a un énorme poteau qui est intégré, dans ce caisson, et puis une poutre dessous qui permet de soutenir cet îlot en béton. Voilà, là on le... Alors vous voyez que les chiens ce sont des éléments importants dans la maison, donc ils ont fait figurant. Là, on se rend compte que dans la partie basse, en fait, ce couple n'avait pas besoin d'avoir des pièces fermées pour eux. Donc en fait, on va dire le niveau bas, toutes les pièces communiquent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de couloir, il n'y a pas de parois, voilà. Et donc toutes les pièces communiquent et donnent sur le paysage. Et donc là, c'est la dernière photo. En fait, cette maison, ce qu'on voit sur cette dernière photo, c'est que cette photo, elle cristallise à peu près 3 des thèmes principaux sur lesquels on travaille de façon complètement récurrente.
Le premier thème, c'est ce qu'on appelle le juste nécessaire. Donc, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure lors de ta présentation. Au début, on a commencé à travailler sur des maisons très économiques et au début de notre parcours professionnel. Et donc, il a fallu qu'on identifie le nombre d'éléments qui composent une maison et qu'on essaye d'en supprimer parce que de toute façon, il n'y aurait pas eu assez d'argent pour tout payer. Et donc, on a cherché à réduire le nombre d'éléments et le nombre d'intervenants dans les projets. C'est un processus qui va dans le sens de la simplification et d'une certaine radicalité. C'est aussi, donc on l'appelle le juste nécessaire parce que ça parle aussi de frugalité. C'est ce dont tu parlais tout à l'heure. C'est un mot qui est un petit peu à la mode. Vous avez peut-être entendu parler du manifeste pour une frugalité heureuse. C'est bon, si vous ne connaissez pas, allez voir, ça vaut le coup. Voilà, donc cette notion de frugalité, elle est vraiment présente dans la plupart, ou en tout cas dans toutes nos recherches de projets. Le deuxième thème sur lequel on travaille beaucoup, on l'appelle la matière première, c'est-à-dire qu'en fait, on essaye de produire des petits dessins, des dessins un petit peu essentiels, que ça soit, vous avez vu, des dessins de mode constructif un petit peu théorique, enfin des choses que l'on recherche, ou bien ça peut être des dessins schématiques de nos intentions, comme le premier dessin de la première diapo qu'on vous a montré, qui exprimait l'idée de la maison. Et à partir de là, on essaye d'avoir assez peu de matériaux et d'utiliser un matériau par type d'intention architecturale. Donc là, par exemple, en gros, on a du béton, on a du bois et on a du vitrage. Et c'est à peu près tout. Ensuite, le dernier thème sur lequel on travaille, on l'appelle souvent la mise en tension. C'est le rapport, en fait, entre le site, c'est-à-dire le site, il est déjà là quand on arrive. Et en fait, il faut s'en imprégner en passant du temps, en regardant. Il faut faire un petit peu... être un peu comme des éponges par rapport à ce site, de manière à voir comment on va implanter le bâtiment et comment on va tisser des liens entre l'intérieur, l'extérieur, entre le projet et le paysage. Et donc à partir de là, on essaye de travailler de la manière la plus précise et la plus économe par rapport aux usages qu'on veut mettre dans cette maison, et on essaye de trouver comment mettre en scène une sorte de poésie dans l'usage des bâtiments que l'on fait. Voilà, bon, merci.